Vous savez, je peux un jour revenir et faire un livre aussi qui va parler uniquement d'Afrique. C'est-à-dire, moi je revendique une chose, c'est la liberté dans la création. C'est-à-dire, moi, il ne s'agit pas pour moi de parler de l'Afrique à tout prix. Parler de l'Afrique, ce n'est pas un métier. Il faut parler de l'Afrique dans la cohérence d'une réflexion. Ce n'est pas parce que j'ai un peu de mélanine plus visible chez moi que chez les autres que ça fait de moi quelqu'un qui doit uniquement parler de l'Afrique. Le monde, ce n'est pas que l'Afrique. Et j'avais fait un article, je me souviens, pour les 50 ans du cinéma africain, et je parlais de ce piège des artistes africains. C'est-à-dire, nous, notre littérature, elle est née d'une nécessité de combat pour la négritude. C'était pour la libération des colonies. Senghor a fait le boulot. Je ne vais pas répéter la même chose. Donc, Senghor et les Césaires, ils ont eu cette liberté-là afin que moi, je puisse m'en servir pour créer aussi d'autres choses. Donc, il ne s'agit pas de marcher à reculons. Pourquoi, pour me lire, il faut forcément penser à l'Afrique? Je viens d'Afrique, c'est un fait, mais si j'étais à Shanghai, je pourrais écrire aussi une histoire d'amour qui se passerait à Shanghai. Le fait que je sois africaine ne justifie pas toute ma sensibilité. C'est le fait d'avoir fait les rencontres qu'il y a eu là. Il se trouve que j'étais en résidence d'écriture à Lyon en 2003-2004. J'ai eu à côtoyer des personnes âgées. J'ai habité 1 mois dans une maison de retraite. J'ai vécu vraiment leur quotidien. Et je pense que Marie-Chantal Muller, une Alsacienne qui irait là-bas dans le même contexte, avec la même sensibilité, pourrait écrire un livre pour interroger la gestion du troisième âge en Europe. On a une société qui vieillit de plus en plus et on a fait de la vieillesse une disgrâce. Ça mérite une interrogation qu'on soit africaine ou pas. Évidemment, comme je viens d'Afrique, si j'écris sur les vieux, tout le monde pense à la citation d'Amadou Ampateba. En Afrique, chaque vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Sauf qu'il y a des bibliothèques qu'il vaut mieux laisser brûler. La bibliothèque où il y a Mein Kampf, par exemple, je préfère qu'elle brûle, je ne ferai rien pour la sauver. Donc, tous les vieux ne sont pas forcément intéressants, mais il y en a qui sont très intéressants. Et c'est l'être humain, en fait, qui est intéressant. Quel que soit son état, son âge, c'est toujours quelqu'un qui a une dignité que nous devons respecter. D'où cet intérêt pour Félicité. Et le roman, ce n'est pas vraiment sur la vieillesse, c'est sur la vie. Il se trouve que la vieillesse, c'est une tranche de la vie. Et on a toutes les générations dans ce livre, des jeunes, des moins jeunes, des vieux, des très vieux. Et chacun est en train de gérer soit une solitude, un manque, ou les deux à la fois. Donc, c'est les petits trous qui manquent dans nos vies. Et comment on gère ça, et à n'importe quel âge, parce que la quête existentielle n'a pas d'âge. D'où le lien entre Félicité et Betty. Oui, Betty a une trentaine d'années. On ne sait pas si elle a 31 ou 39, mais elle est dans cette fourchette-là. Donc, elle se pose beaucoup de questions dans sa vie et surtout sur les lieux de vie. L'immeuble d'en face, c'est un lieu de vie. Donc, elle se demande vivre, ça occupe quelle superficie et comment pourrait-on enfermer la vie? Et que se passe-t-il derrière les volets, derrière ces vitres, les façades que nous regardons sans vraiment comprendre la vie des autres? C'est l'angoisse de vivre, c'est la quête existentielle. Qui je suis? Qui je peux appeler à 3 heures du matin ou à 4 heures du matin si je ne vais pas bien? C'est aussi une manière de dire il n'y a personne de suffisamment proche de moi pour que je puisse oser le déranger à n'importe quel moment. Donc, solitude d'exilé, solitude de célibataire aussi, solitude des temps modernes. Et du coup, j'ai décliné ça. La solitude de la femme mariée, c'est la bourgeoise du 3e, la poupée chic, la victime de la mode. Donc, elle a un mari qui a plein d'argent, elle est gâtée pourrie, il lui manque son amour. Pourtant, elle vit avec. Et le monsieur, il est toujours sur ses dossiers dans son salon à travailler. Elle vient commander des petits bisous. Et cette femme, elle est entretenue, choyée et tout, mais elle n'a pas la plénitude amoureuse. Et Félicité, c'est une femme qui a vécu longtemps, elle a 84 ans. Elle a perdu son amour pendant la guerre, elle avait une vingtaine d'années. Et elle a vécu avec ce fantôme de cet amour-là. Et donc, solitude aussi. Elle n'a pas de descendance. Il n'y a personne de suffisamment proche pour prendre soin de ses vieux jours. Mais les personnes âgées ne sont pas au bout de la vie. C'est une tranche de vie. Et dans cette tranche-là, où on les croit apaisés et comblés, il leur manque des choses. Je voulais aussi interroger cela pour dire
la quête existentielle n'a pas d'âge. Et quand j'ai mis que les prochains exterminés n'auraient pas de chaîne aux pieds, c'est une référence à l'esclavage, et où l'étoile jaune, c'est l'extermination des Juifs. Et j'assume parfaitement la comparaison, parce que le sort qu'on réserve aux vieux, ça s'est aggravé avec les siècles. Et je m'étonne que les gens ne tirent pas la sonnette d'alarme, parce que cette manière de vouloir absolument des gens jeunes, beaux, dynamiques, productifs, compétitifs, c'est du fascisme. On ne peut pas être en permanence dans la performance. Et ça me révolte parce que c'est une société qui ne fait pas de la place aux plus faibles. Ça veut dire quoi? Il faut lire aussi à contrario. Ça veut dire, si on veut le dynamisme, eh bien, si vous êtes handicapé, vous n'en faites pas partie. Marginalisé. On veut que vous soyez beau. Eh bien, si vous naissez avec un bec de lièvre et que les opérations n'ont rien pu rattraper, vous n'avez aucune chance en amour ou pour réussir. Il faut être productif. Ça veut dire qu'intellectuellement, si vous êtes moins armé que les autres, vous allez être sur la bande d'arrêt d'urgence. Et c'est des extrêmes. Et une société, elle doit interroger les extrêmes où elle va. Et maintenant, on regarde regardez les dames. Si vous demandez à une femme quel âge elle a, elle vous fait une bouche en cul de poule. Oh, mais pour qui elle se prend? Avoir des rides, c'est avoir la chance de vivre longtemps. C'est tout. Et quand vous souhaitez à quelqu'un son anniversaire, ma chérie, bravo pour tes 44 ans. Oh là là, mon Dieu, une année encore de plus. Mais si aussi toi avant les 45. C'est une manière de ne pas supporter le poids des années. Donc, à un moment donné, il faut être capable de dire, chouette, encore une année. Mon Dieu, j'ai eu la chance d'avoir 12 mois. Et malgré les vicissitudes de la vie, j'ai tenu jusque-là. C'est une fierté d'avoir tenu. Et moi, quand mon visage sera complètement raviné, le chirurgien qui m'attend pour se faire les poches, il ne mangera pas. Parce que... et... Maintenant, quand vous dites ça, on vous dit vous êtes jeune. Moi, je vous dis une chose, j'ai eu 40 ans cette année. Eh bien, ça fait même pas mal. J'ai eu... J'ai eu 40 ans cette année et j'ai la chance de ma vie. Parce que dans le contexte où j'ai grandi, je ne pensais pas que je vivrais 30 ans. Mais je ne l'ai jamais pensé. Et maintenant, j'ai 40 ans et je dis, chouette. Mais voilà, je vous ai eu, c'est-à-dire tous les obstacles là que j'ai eus avant mes 40 ans. Et je trouve formidable d'être là à 40 ans. Et quand mes seins iront jusqu'à tomber sur les genoux, celui qui va m'aimer, eh bien, il va chercher les pouces-pouces pour les soulever, mais je ne ferai rien contre. Donc, vous mettez en parallèle deux solitudes, donc celle de Félicité, la vieille dame, mais aussi celle de Betty, qui est trentenaire. Et on a l'impression que vraiment le célibat est considéré, vu comme une marginalisation. Mais elle n'est pas vue comme ça. Hein. On en a fait une marginalisation. Moi, je vous défie. Allez au supermarché et chercher des cuisses de poulet. Vous verrez combien il y en a dans la barquette. Rien n'est fait pour les célibataires. On vit dans une société absolument patriarcale qui ne dit plus son nom. Parce qu'on nous a tellement seriné la liberté, les choix de vie, tout le blabla qui va avec, que les gens sont aveuglés maintenant sur les interdictions qu'ils ont intégrées. C'est d'une manière inconsciente. Vous savez, j'en connais en plus, je pense qu'on en connaît tous, des filles de 40, 42 ans qui ne sont pas mariées. Mais mon Dieu, quoi, elles ont beau être cadres supérieurs, belles comme des cœurs et tout, et elles sont là pour râler tout le temps. Le problème, c'est que le simple fait de ne pas avoir un homme dans sa vie est vécu comme une destruction massive. Non, mais non. C'est que si le gars, il pense qu'il doit venir là pour vous porter et vous faire vivre, il ne faut surtout pas qu'il vienne. S'il n'est pas maso, il ne faut pas qu'il vienne. Hein. Parce que la femme qui attend un homme pour donner un sens à sa vie, elle ne cherche pas quelqu'un à aimer. Elle cherche quelqu'un pour l'aimer et la porter. C'est-à-dire, elle est dans l'égoïsme total. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir peut-être dire, quoi que je puisse faire dans la vie, il me manquera toujours quelqu'un ou quelque chose. Et on est condamné à vivre avec. Il y a des gens qui sont en couple et qui ont une maladie. Il y a des gens qui sont en couple qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Il y a des gens qui ont les enfants, ils n'ont plus le mari. Et dans la vie, il y a des sommes d'amputation, parfois indolores, parce qu'on a pu compenser avec autre chose. Mais pour moi, ce n'est pas une raison de démissionner. Mais rien n'est fait pour que quelqu'un de célibataire aujourd'hui se sente épanoui. Parce que même quand vous êtes épanoui, on vous suppose une détresse. Et je vous raconte une anecdote. Moi, une fois, j'étais dans une émission au Sénégal
Et on m'a demandé, mais oui, vos livres marchent bien, vous revenez, les gens, ils admirent votre travail, tout ça, bravo. Et je me dis, mais. Et à un moment donné, mais les gens croient que vous êtes malheureuse parce que vous n'êtes pas mariée. Et je dis, qui les gens? Qui croit que je suis malheureuse? Et je dis, je suis triste pour vous parce que s'ils, pour se consoler, ils ont besoin d'imaginer que malgré les petits détails que j'ai réussi, je suis quand même malheureuse, il faut que je sois pire qu'eux pour qu'ils puissent se supporter. Mais je suis au grand regret de vous dire que je suis parfaitement à l'aise dans mes baskets. Et qu'une femme, ça a un utérus et un cerveau. Pour l'instant, l'un ne sert pas, mais mon cerveau fonctionne très bien. Et j'attends le jour où ça se fera. Ça se fera. Et si ça ne se fait pas, si je me retrouve à 55 balais et je n'ai pas de gamin, eh bien tant pis. Je n'y peux rien parce que je ne peux pas forcer le destin. Je vis ce que la vie me donne l'occasion de vivre. Et c'est ça mon destin. Donc voilà. Que ça ne décourage pas les maris potentiels. Hein. Juste un mot. Les amis vous disent toujours « Ah, mais trouve-toi quelqu'un !» On dirait qu'il y aurait un enclos où on aurait enfermé des étalons, il suffit de venir choisir. Trouve-toi quelqu'un. Voilà. Et Betty, dans le livre, elle dit, mais... Donc quand elle est rayonnante, on dit qu'elle est de toute façon trop dynamique, trop vivante pour avoir besoin de quelqu'un. Bon. Quand elle est triste, on dit que de toute façon, il faut quand même que tu sois un peu vivante, souriante si tu veux intéresser quelqu'un. Donc, elle ne sait plus quelle mine improbable elle doit avoir pour trouver quelqu'un. Et donc, à un moment donné, elle dit, elle arrête tout, elle ne cherche plus rien. Pourquoi ce ne serait pas quelqu'un qui serait en route vers ses dentelles? Elle attend. Donc, voilà. Et l'amour, on ne cherche pas. Comme dit la chanson, il faut s'y attendre, être prête à aimer. Quand ça vient, c'est bien. Si ça ne vient pas, il y a plein d'autres choses à aimer aussi. Par exemple, une tarte aux pommes avec une boule de glace vanille.